Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert, c'est-à-dire moi. Pour débuter, je tiens à vous dire merci d'être à l'écoute, de nous écrire, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et même de donner vos appréciations sur iTunes ou encore sur Spotify, c'est toujours apprécié. Quelques annonces de concerts. J'ai beaucoup de concerts cette semaine, alors ça vaut la peine d'en parler. Tout d'abord, je fais partie d'une production avec mon quatuor à cordes d'un concert multimédia qui s'appelle Camille Claudel dans l'ombre du géant. Alors, c'est une création multimédia innovatrice alliant musique et scénographie vidéo immersive, on pourrait dire, et c'est inspiré de l'œuvre et du destin de Camille Claudel, sculptrice française exceptionnelle. Et à travers ça, on a un voyage musical au cœur même des sculptures et peintures d'artistes féminines trop longtemps ignorées. Et pour ce programme, vous pourrez entendre Claude Debussy, Germaine Taillefer, un quatuor à cordes, et l'œuvre maîtresse, que je pourrais dire, c'est de Jake Eggy, Camille Claudel, Into the Fire. Donc, c'est une création, une production de Projet Clair-Obscur, Stéphanie Potier qui est la mezzo-soprano qui va chanter avec nous. Alors, c'est quatuor à cordes et voix. Vous pourrez entendre ce concert-là à quelques reprises dans différentes maisons de la culture à Montréal. Tout d'abord, il y a le 22 novembre au Théâtre du Grand Sault du Centre communautaire de Henri Lemieux de la Salle. Le 24 novembre, à la Maison de la Culture Côte-des-Neiges, 26 novembre, Maison de la Culture Plateau-Mont-Royal, 30 novembre, Maison de la Culture Janine Suto, 1er novembre, Maison de la Culture Marie-Huguet, et il y aura d'autres présentations en 2023. Mais tous ces concerts-là sont gratuits. Vous devez aller sur le site des Maisons de la Culture de Montréal et vous avez vos laissez-passer. Vous pouvez venir voir ça et venir nous parler après. C'est toujours agréable. Si vous voulez plus d'informations, allez sur le site Internet aussi du Quatuor Molinari, .qc.ca. Dans les événements, c'est décrit. Un autre concert aussi, vraiment, on est en feu ces temps-ci, dimanche 27 novembre, il y a un concert à 1h et un plus tard à 4h, c'est le même concert et ça fait partie d'une série de concerts intimes qui se déroule en fait à la Fondation Molinari avec un public restreint puis avec un respect de la distanciation sociale, on peut le dire ici encore. Les billets sont pas très chers, hein, c'est 20$ seulement, on doit réserver en écrivant au qm@quatuormolinari.qc.ca et le concert s'appelle Odyssée sonore et on explore les couleurs et les timbres du quatuor à cordes avec des œuvres surprenantes de 5 compositeurs qui repoussent les limites des instruments. Donc il y a de la percussion, il y a de la bande enregistrée, du kamanché, un instrument iranien, il y a des résonateurs, de l'amplification, vraiment tous les moyens possibles pour pousser les limites de nos instruments. Ça va être assez inusité comme concert. Vous pourrez entendre de Alizadeh Oasis, qui va être en première, Penderecki, quatuor numéro 1, Chelsea, quatuor numéro 2, Tavakol, hologramme modal pour quatuor à cordes et kamanché, et finalement Black Angel de Crum, un beau gros programme qui est agréable. Et si vous connaissez pas justement la Fondation Molinari qui est dans Hochelaga Maisonneuve, c'est un endroit magnifique avec une magnifique exposition des œuvres de Guido Molinari. Bref, c'est ça pour les annonces cette semaine. Pour l'invité, la magnifique conversation que je vais vous partager, eh bien, c'est une légende du milieu du design industriel. J'étais vraiment heureux de pouvoir prendre du temps avec lui et d'aller en détail un peu sur sa vie ou aussi sur sa vision des choses aujourd'hui. C'est l'incroyable Michel Dallaire. Michel Dallaire est un designer industriel de renom. Il façonne ou améliore la fonctionnalité et l'esthétique d'éléments divers. Objets utilitaires, produits industriels, mobilier urbain et matériel de transport. En 1976, Michel Dallaire signe une grande réalisation avec la torche officielle des Jeux olympiques de Montréal.
En 1999, il connaît un succès mondial avec un moniteur de surveillance pour bébés. Au fil des ans, de nombreuses autres créations remarquables viennent ponctuer le parcours du designer montréalais. Mentionnons entre autres la mallette Plastic Case, les voitures du métro de Boston, le vélo libre service Bixi, la signalisation extérieure du Vieux-Port de Montréal, le mobilier des salles de lecture de la Grande Bibliothèque et le mobilier urbain du quartier international de Montréal, lequel lui a valu une vingtaine de prix nationaux et internationaux. En 2017, le Musée de civilisation de Québec recevra en donation 150 créations de Michel Dallaire. Un incroyable corpus comprenant entre autres divers concepts pour le transport ainsi que des objets de la vie quotidienne. Voici ma conversation avec Michel Dallaire. C'est qui disait n'importe qui peut faire l'histoire, seul un grand homme peut l'écrire. Je sais pas qui a dit ça. Je pense que c'est... je me souviens pas. Ah, c'est bien correct. Ah, puis ça ici, c'est quoi? Ça, c'est mon dossier de presse. C'est ton dossier de presse? Mon Dieu Seigneur. Un jour. Aïe. Aïe, aïe, aïe. OK. On a beaucoup à discuter. En tout cas, regarde, assis-toi. Mais ça, je te le donne pas. Non. J'en ai juste une copie. Non, je vais regarder. Installe-toi. Regarde, tu peux t'installer confortablement, Michel. Premièrement, je suis vraiment content. Tu sais quoi? Je vais quand même te faire un aveu à travers tout ça. Premièrement, tu sais, ma perception de toi est quand même un peu drôle. Parce que... Ah oui! Tant mieux. Non, parce que pendant quand j'ai joué le Molinari en 2008-2007. Et t'étais très présent dans le Quatuor, tu étais sur le conseil d'administration, tu venais au concert, puis on avait toujours des événements bénéfices, puis on se parlait. Puis t'as toujours été très doué pour pas parler de toi et de t'intéresser aux autres. Donc t'étais Michel, cette personne super sympathique avec qui je parlais, mais je savais pas vraiment qui t'étais. Et les années passent un peu. Et un jour, moi, en même temps que j'étais dans Molinari, j'étais à l'université McGill. Et un jour, à la faculté de musique, je traverse la rue où est-ce qu'il y a l'Auto-Québec, où est-ce qu'ils ont une espèce de galerie, Ouais. où est-ce qu'ils font une exposition. Ouais. Et j'aimais ça aller là, voir les expos, manger mon lunch là, tranquille. Ouais. Et là, un jour, je rentre, puis là, je vois ta photo. Je lis la bio, je vois tous les objets, puis là, j'ai fait « OK ». Puis là, tout de suite, j'ai appelé Olga dans mon quatuor. J'ai dit « Mais tu m'avais pas dit. C'était qui, Michel? » Ouais. Elle dit « Ben oui, mais c'est... » Là, j'ai compris un peu l'ampleur du personnage. J'aime bien quand même le personnage que tu es, parce que, mine de rien, t'as tellement fait d'affaires que ça me fascine. Mais j'aimerais ça quand même qu'on parle un peu, on va essayer de brosser un peu une espèce de portrait, parce que il y a beaucoup tu sais, je te considère que tu t'arrêtes pas de dire « Oh, moi, je fais... » du design industriel. Et on dirait que des fois, pas que tu rabaisses ça, mais tu sais, moi, je trouve que c'est très artistique. C'est très artistique, les objets que tu fais. Ben merci. Mais en réalité, moi, je suis dans des arts appliqués. Hein. Oui. Je suis pas dans les beaux-arts. Mm-hmm. Mon objectif, c'est de débanaliser l'objet. Oui. Et de rendre l'objet désirable. Hein. Mm-hmm. Alors, pour rendre un objet désirable, il faut faire autrement. T'sais, on ne peut pas faire la même chose que les produits concurrents. Là. Oui, il y a cette façon de voir. Mais... On divise le marché à ce moment-là. Mais le prendre, le marché, c'est de surprendre, c'est de séduire, en fait. Mais notre travail est un travail d'équipe, parce que ça ne peut pas être plus beau souvent que vendredi 3 heures. Alors, on doit créer dans un temps qui est prescrit. On doit utiliser des technologies qui sont imposées. Souvent, les entreprises qui nous engagent sont spécialisées dans des domaines particuliers. Et puis, on doit donc satisfaire l'usage de la machinerie, des technologies de transformation de la matière, tout ça, qui sont
imposé finalement. Mais il y a des projets où on a plus de liberté aussi. Mais en général, c'est un service à l'industrie qui vise à gagner la concurrence. Mais la séduction, moi, je trouve ça intéressant parce que tu en as souvent parlé de cette espèce de balance qu'on doit essayer d'avoir entre la fonctionnalité de l'objet puis la séduction. Et souvent, tu disais que la séduction, quand même, ne doit pas dépasser la fonction initiale. Tu sais, parce que je pense que je t'avais entendu dans une entrevue dire que l'ornementation, les trucs de fioritures qui sont autour du jeu, c'est quelque chose que tu détestais. Je t'ai déjà entendu dire ça. Ouais. Est-ce que c'est encore le cas? Ben, c'est-à-dire que il y a de très beaux designs qui sont de très mauvais designs. Le but ultime du design est de lui donner, au premier regard, l'expression de sa fonction. Ouais. Je veux dire, concevoir un objet qui n'identifie pas son usage, c'est comme du stylisme. Oui. Alors, le stylisme, c'est contre ma propre religion, le stylisme. Mais donc, est-ce que dans ta pensée, je sais que tu as créé tellement d'objets, mais quand tu te promènes, mettons, dans un magasin, là, tu vois des nouveaux trucs, tout ça, est-ce que tu as justement constamment un regard critique, justement, de dire « Ah, c'est bien ce truc-là, mais ça aurait pu être meilleur s'il y avait enlevé ça. » Est-ce que tu as un regard critique sur les objets modernes, en fait? Oui, j'ai un regard analytique. Analytique. Oui. Mais je pense que un bon design est à faire. On peut s'inspirer de l'art antérieur et puis finalement, il y a des choses qu'on ne peut pas banaliser. Parce que à ce moment-là, on ne s'impose pas comme une contribution imaginative au domaine. Mais le design industriel que je pratique est un design qui touche à peu près tous les milieux. Ça peut être une motoneige, une bouteille d'eau de Javel. Ça peut être, mais par exemple, une bouteille d'eau de Javel, c'est manufacturé à partir du principe de mon Dieu, comment je peux l'exprimer? En fait, c'est du soufflage. C'est de l'extrusion-soufflage. Alors, la bouteille doit être soufflée dans un moule. Okay. Et puis, ça implique que le moule doit démouler. Alors, il y a des contraintes et puis il y a un vocabulaire visuel qui exprime parfaitement le procédé de mise en forme. Et ça, on doit le respecter. Mais si on veut, par exemple, débanaliser complètement la bouteille d'eau de Javel, ben à ce moment-là, il faut envisager des procédés différents. Et aujourd'hui, la technologie a beaucoup évolué. Et puis, on peut maintenant faire des choses qui étaient impossibles à faire il y a quelques années déjà. Alors, c'est un domaine absolument passionnant parce qu'on est toujours confronté à des possibilités autres. Et puis, il y a évidemment toute cette présence d'objets qui nous entourent dans notre vie quotidienne, qui nous parlent. Et puis, notre rôle est précisément de faire autrement, parce que si on fait pareil, nos clients n'ont pas besoin de nous. Ils peuvent s'arranger. Ils ont à copier le produit existant. Il faut avoir une signature quand même assez unique pour rester justement présent dans cette scène-là. Est-ce que c'est un milieu ultra compétitif, d'ailleurs? Je me demandais ça. Oui, c'est un milieu qui... moi, par exemple, j'ai été très influencé par l'école italienne. Alors, j'ai connu les grands designers de mon époque, là, les grands designers italiens, Vito Magistretti, Mario Bellini, Achille Castiglioni. En fait, je les ai connus personnellement parce que j'allais en Italie chaque année au Salon international du meuble et j'ai eu le privilège de rencontrer ces gens-là et d'échanger avec eux. Et j'aimais leur audace, leur poésie, leur fantaisie, parce que pour qu'un design fasse un travail de séduction, il doit y avoir un propos qui est séduisant. Non, c'est ça. Mais à la vue, clairement, dès qu'on le regarde. Mais je pense que le design industriel concerne
tous les sens humains. Le tactile, le visuel, toutes les proportions, tout ce qui est la géométrie, le monde de la géométrie, c'est un monde merveilleux de recherche. Ben oui. Ouais. Mais je me demandais, parce que souvent quand on regarde des gens en littérature, dans le milieu musical aussi, dans le cinéma, beaucoup s'inspirent de leur jeunesse. T'sais, la jeunesse, ça fait partie... Ils vont toujours aller un peu puiser sur ces idées-là, l'espèce de naïveté qu'on peut avoir quand on est... Le regard naïf, bref, lorsqu'on regarde quelque chose, puis là, ils vont réussir à créer... Je pense des fois comme c'est Fellini, moi j'aime bien Fellini. Fellini, ben comment lui, il s'est inspiré de ses souvenirs de jeunesse pour faire beaucoup de films, bon, tout ça. Est-ce que c'est un peu ton cas aussi? Est-ce que tu puisais là-dessus, ou c'est quelque chose qui fait partie du passé que tu as bloqué? Ou est-ce que la jeunesse, est-ce que l'enfance, est-ce que ces idées-là reviennent dans ton travail, tu penses? Je pense que j'ai toujours été animé par la difficulté de faire autrement. Hein. Parce que faire pareil, c'est assez simple. Hein, mais c'est pas intéressant de faire comme l'autre. Non, ça c'est sûr. Hein? Et puis, il y a des limites aussi à débanaliser l'objet. Parce que l'objet est essentiellement fonctionnel. Hein? Alors, bon, il y a des choses, il y a des limites au niveau de la fantaisie, puis de l'approche formelle, l'approche esthétique, etc. Et puis, des fois, créer un objet qui est trop différent ou qui exprime mal sa fonction, ou moins bien sa fonction, ça peut être une catastrophe au niveau des affaires, au niveau de la concurrence. Hein? T'as-tu déjà eu une catastrophe de design pour toi? En regardant ta carrière, tu te dis, ouais, cet objet-là, j'avoue, ça aurait pu être mieux. Je suis certain que j'aurais pu faire mieux dans bien des cas, mais je peux dire que je suis allé au bout de mon potentiel du moment. Hein? OK. Parce que on abandonne un projet dans la mesure où on éprouve une certaine satisfaction. Hein? On se dit, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Hein? Et puis, on développe aussi une façon de faire, un style, si je peux exprimer. J'aime pas beaucoup mon style parce que il y a une petite lueur de superficialité dans le style. Mais je pense qu'on finit par signer nos objets. Comme par exemple, on m'a déjà reproché dans mon mobilier urbain que j'ai fait pour la Ville de Montréal, j'en ai fait beaucoup de mobilier urbain pour Montréal, on m'a souvent dit, ça ressemble un peu à ce que vous avez déjà fait. Ah. J'ai dit oui, mais c'est le même géniteur. Hein? ça vient un peu de la même place. C'est le même géniteur. Et puis, effectivement, on est animé par un vocabulaire, des proportions, un propos géométrique, une posture, une expression formelle. On est animé par un choix, un style, disons, si on peut utiliser le mot, que j'aime pas beaucoup, parce que ça donne une connotation un peu superficielle. Tu sais. Oh ouais, non, puis je peux comprendre ça, mais donc, tu considères que tu es quand même allé au bout de tes capacités. J'espère que non. Non, mais je trouve ça intéressant parce que c'est un peu toujours la même formule si je comprends bien. Parce que je lisais le livre, souvent des gens t'approchaient ou approchaient l'équipe avec qui tu travaillais. Vous avez une commande, on peut dire ainsi. Oui, une commande. Une commande. Vous arrivez avec des prototypes, je présume, en tout cas des exemples de ce qui pourrait être fait. Et là, après, et ça va ainsi. Moi, je suis un peu curieux du processus de travail là-dedans. Parce que quand on se fait appeler, justement, que ce soit l'eau de Javel ou le yogourt ou encore Bixi, c'est quoi la première étape? Est-ce que tu as un rituel de travail? Disons que tous les projets, ça va toujours... Premièrement, tu vas tester le truc, après tu vas avoir une idée. Est-ce que tu as toujours des carnets sur toi avec des crayons parce que tu as une idée qui pop en tête, puis là, tu vas écrire? Je suis curieux de savoir ton processus, c'est lequel? Ma méthode, elle est intuitive, en fait. C'est que, d'abord, quand on entame la recherche sur un nouveau produit, on essaie moi, j'ai toujours essayé de me documenter le mieux possible sur l'art antérieur. Hein? Alors, par exemple, quand j'ai fait la torche olympique, je me souviens, je m'étais documenté sur toutes les torches qui avaient été, peut-être pas toutes, là, mais une bonne douzaine de torches qui avaient été faites précédemment par d'autres créateurs, par d'autres pays.
Et puis, j'ai essayé d'observer l'art antérieur pour, justement, ne pas faire pareil. Hein. OK. Parce que l'objectif, c'est de faire autrement. Ça a toujours été mon motto. Faire pareil, ça, c'est n'importe qui peut faire ça. Oui, je comprends. Mais avoir une contribution imaginative qui est propre à son propre caractère, c'est une chose. Mais imiter un autre, il y a des modes en design. Hein? Il y a à un moment donné, il y a des courants qui vont faire comme, je pense à Philippe Stark, par exemple, qui a fait, à un moment donné, qui a eu une production, mais absolument fabuleuse. Il dessinait comme 30-40 objets par année. Là, puis il était diffusé sur la planète. Là, alors je trouvais ça fascinant. Mais Philippe Stark avait aussi une signature qui était la sienne. Et elle était tellement importante, cette signature-là, que la plupart des étudiants en design sur la planète faisaient du Philippe Stark. Ils imitaient. Ils l'imitaient parce que c'était une contestation formelle qui était nouvelle, qui était audacieuse et qui était propre à sa propre sensibilité, sa propre créativité. Hein. Alors, c'est fascinant quand on fait face à un objectif de projet qui doit s'imposer sur le marché. Hein? Je me souviens quand on m'avait demandé de dessiner un petit traîneau 3 skis. C'était le Snow Fox. Alors, la compagnie SLM de Québec me demande, pouvez-vous nous dessiner un traîneau 3 skis qui fait concurrence avec celui de Noma, qui était un produit de 3 skis et qui tirait son vocabulaire visuel beaucoup plus de l'agriculture que de la vitesse. C'était un objet qui, inanimé, hors d'usage, avait pas de l'air à aller vite. Et puis moi, quand on m'a donné ce projet à faire, je me suis dit, dans le magasin, ce traîneau doit avoir de l'air à aller très vite. Juste à le regarder. Juste à le regarder, il faut que l'enfant ou le père de l'enfant, ou la mère, peu importe, se dise, on a une Ferrari. On n'a pas un tracteur, on a une Ferrari. Alors, tout mon design était orienté vers l'expression de la vitesse, la flèche. Et puis, on a pris le marché. La première année qu'on a mis le Snow Fox sur le marché, la première année, on a pris le marché. Ah, wow. Alors, Noma, qui est une firme qui était gérée à partir de Toronto, eux, ils n'étaient pas contents, les messieurs, là. Hein? Alors, ils ont prétendu que j'avais contrefait le brevet dont ils détenaient la propriété intellectuelle. Hein? OK. Alors, eux prétendaient, devant le juge, parce qu'il y a eu un procès. Pour ça? Ils prétendaient que j'avais volé l'idée du 3 skis à Noma. Là, je vous fais grâce des détails, je pourrais en parler pendant 3 heures. Ah oui, OK. C'était éprouvant, ça, tout ça? Mais c'était le seul procès auquel j'ai été impliqué dans ma vie. Ça a été le procès du 3 skis. Du 3 skis. OK. Hein? Alors, la compagnie de Toronto était représentée par 4 avocats. Tous des gens, tous des diplômés, tous des premiers de classe. Et puis, nous, avec les frères Zonenschein de Québec, à l'époque, c'était le SLM, le St. Lawrence Manufacturing. Hein? Et eux étaient représentés par leurs avocats. Okay. Alors, le procès commence, et puis là, les avocats qui n'étaient pas contents, ils m'ont dit qu'ils détenaient ses droits parce qu'il y avait le brevet sur les 3 skis. OK. Et moi, j'avais fait ma petite recherche, et puis j'ai sorti une gravure de Charlotte de Russie qui traînait son enfant dans un 3 skis. Et j'ai sorti, monsieur le juge, j'ai dit, voici Charlotte de Russie qui avait un 3 skis. Ouais. Et là, quelle était la réponse à ça? Ben, le procès s'est arrêté. Sans blague? C'était terminé.
Avec cette photo-là? Ben oui. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Wow. Alors, eux avaient dépensé beaucoup d'argent pour justement défendre leurs produits et ils prétendaient, ce qui était faux, parce que le 3 ski, faisait Charlotte de Russie, précédait les dates dans lesquelles on avait mis en marché ce produit. Mais c'est délicat, hein, parce que quand on parle de design industriel, on parle affaires, on parle entreprise, on parle manufacture, on parle investissement important. Souvent, comme par exemple, j'ai dessiné des petites mallettes pour la compagnie Résentel. La mallette se vendait au détail 14,95 $. Mais le moule coûtait 250 000 $. Hein? Alors, mais on en a vendu des milliers, des centaines de milliers. Mais tout ça pour dire que quand on gagne la bataille de la concurrence, on s'expose à des concurrents qui sont pas contents. Exactement. Ça fait des guerres un peu aussi. Ça fait des guerres. Maintenant, c'est là la valeur du design, c'est la possibilité de débanaliser l'objet et de créer, d'avoir un pouvoir de séduction et de prendre le marché. Hein. C'est carrément ça. C'est ça. Alors, mais le design industriel, c'est une activité, c'est de l'architecture. Hein? Oui. C'est l'architecture de l'objet. Hein? Mais toutes ces commandes-là que vous recevez, puis ça, c'est d'ailleurs, des fois, j'ai pas eu de la misère à saisir, mais je sais que tu travailles en petite équipe ou plutôt seul. Est-ce que je me trompe? Et j'ai travaillé dans ma vie 50 ans pour mon propre compte. OK. Quand je suis sorti de l'école, quand j'ai fini mes études à Stockholm, je suis rentré à Montréal, c'était la préparation de l'Expo 67. Je suis revenu en 65. Et j'avais 3 offres d'emploi. Et puis, tous les designers avaient du travail parce qu'il y avait justement cette expo universelle qui nécessitait d'avoir beaucoup de créateurs dans tous les domaines, que ce soit graphique, architecture, design industriel, bref, c'était le bonheur. C'était une période riche en possibilités. Prospère. Ah ouais, absolument. Et puis, finalement, j'ai travaillé à ce moment-là pour Julien Imbert, qui était mon professeur aux arts appliqués. Puis Julien Imbert, c'était un homme magnifique que j'aimais beaucoup. Et puis, c'est un sculpteur de formation, Julien. Parce que le design industriel, c'est de la 3e dimension, ça. Hein? C'est vrai, on travaille avec la 3e dimension, presque tout le temps. Le design graphique est 2D, le design industriel, c'est 3D. C'est normal. Alors, mon Dieu, je perds mon idée. Là, on parlait de Julien. Ouais. Et Julien Imbert, c'était aussi un philosophe. Hein. Et puis, ça a été un modèle pour moi. C'était un homme qui m'a beaucoup influencé. D'ailleurs, si je suis allé à Stockholm faire une maîtrise, c'est justement grâce à Julien qui m'a encouragé qui t'a poussé à aller vers... Qui m'a poussé à perfectionner mon enseignement. Parce que à l'époque, le design industriel n'était pas un niveau universitaire. Il était enseigné dans des écoles comme les arts appliqués. C'était les métiers d'art, etc. C'était tout un peu comme... Entremêlé. Entremêlé, c'est ça. Ouais. Alors, bref, j'ai travaillé une année pour Julien. Et là, l'Expo 67, s'approchait de l'ouverture. Et puis, mon père est décédé en 65, à la fin de 65, en France. Et puis, je devais revenir à Montréal pour m'occuper des affaires de la famille, parce que quand je travaillais pour Julien, je travaillais à Ottawa, sur le pavillon canadien. OK. Alors, je devais me déplacer toujours à Ottawa pour faire mon travail, et puis je revenais la fin de semaine à Montréal. Bref, c'est un détail qui n'est pas très important. Non, mais c'était, à l'époque, c'était ça. Et là, je suis allé chercher un emploi chez Jacques Guillon et Associés, qui était une firme, une des plus importantes firmes de design au pays, en termes
quantitatif et puis aussi en termes de spécialité. Il faisait le design industriel, il faisait le design graphique, il faisait l'architecture parfois. Il était impliqué dans Habitat 67 avec Savdy, etc. Puis j'ai connu tout ce monde-là. Mais j'ai été là pendant 1 an et demi. Puis à l'ouverture de l'expo, j'ai décidé de partir à mon compte. Ah oui. Et c'est à ce moment-là? À ce moment-là, je me suis dit, je veux avoir le dernier mot. OK. C'était ça le truc. Je l'avais souvent chez Jacques Guillon et chez Julien Bert, mais j'avais pas l'autorité, puis j'avais pas non plus la reconnaissance. Hein? Mm-hmm. Et puis, il y avait quelque chose qui me poussait à vouloir être responsable de mon travail. Mm-hmm. Hein? Je voulais le signer, puis je voulais faire dans ma tête. Puis il y avait 2 possibilités pour moi, la bonne puis la mauvaise. Hein? Mais en même temps, ça vient avec un lot de responsabilités plus dur aussi, je présume. Mais combien plus satisfaisant. Hein? Oui, au bout du compte, oui. Et puis finalement, évidemment, là, il y a eu comme, heureusement, je me suis marié à cette époque-là, puis Nicole, qui était infirmière, c'est elle qui payait le loyer dans les premiers mois. Ah oui, hein? Ah oui, c'était difficile. Et puis, on s'était mis 3 amis ensemble. On était 3. Bossé, Coutu, Dallaire. C'était des gens avec qui j'avais étudié aux arts appliqués. Hein? Okay. Alors, on s'est mis ensemble pour être plus forts. Et puis, on a parti cette petite compagnie. Et j'ai été 50 ans à mon compte. Après 50. Ça, 50 ans à mon compte. Et puis, j'ai fini par créer ma propre équipe, mais avec l'idée que c'est moi qui avais le dernier mot. Mm-hmm. Et puis, je demandais à mes collaborateurs qui venaient faire des stages à mon bureau, je leur disais, est-ce que vous êtes bien d'accord avec l'idée que c'est moi qui ai le dernier mot? Oui, je comprends. Je comprends. Puis... Pour être sûr de ne pas créer tu sais, souvent, les petits groupes de design, de conception, ils vont mettre ensemble comme un melting pot. Là. Ils vont dire, bon, ben, on a fait ça. Hein. Mais moi, je tenais à signer mes projets. Mm-hmm. Et puis, j'étais très honnête avec mes collaborateurs parce que je leur demandais au début, est-ce qu'ils étaient d'accord que j'ai le dernier mot? Et ça créait, je présume que ça créait moins de chamaillage, justement, au travail, parce que c'était clair comment est-ce qu'on travaillait. C'était une condition que j'imposais au départ. Maintenant, quand j'avais un collaborateur qui participait réellement au concept, mm-hmm. je lui donnais toujours le crédit. OK. Michel Dallaire et un tel, okay. Et un tel, si c'était le cas. Hein. Oui. J'ai jamais prétendu être le père de toutes les idées, mais j'avais l'autorité de la réalisation du projet. Mais ce qui m'amène un peu, juste un instant, à revenir sur le truc du procès de breveter le 3 ski. Donc, toi, tu dois avoir une sacrée collection de brevets sur un paquet de trucs, non? J'ai 2 brevets. C'est tout? Mais j'ai à peu près 16 ou 17 enregistrements de dessin industriel. OK. Alors, le dessin industriel, c'est plus la forme qui est protégée. C'est l'aménagement des volumes et des formes là, okay. qui est protégé. Ce n'est pas un brevet, c'est un enregistrement de dessin industriel. Okay. C'est moins fort comme protection qu'un brevet. Mais un brevet, c'est plus complexe et ça doit couvrir l'entièreté des activités qui sont impliquées dans la réalisation de l'objet. Hein. OK, je comprends. Ouais. Puis mais tes 2 brevets complets que tu as pour l'objet, c'est lesquels? Oh mon Dieu, c'est... par exemple, la torche olympique. OK. La torche olympique, ça, c'est... et à la grande surprise des gens des comités olympiques à Montréal, ils étaient fascinés par l'idée que le droit de propriété intellectuelle de la torche, c'était moi. Michel Dallaire, et je suis le créateur de la torche olympique des Jeux de la 21e Olympiade de Montréal. Exact. Ça, c'est clair. Hein? Oui. Bon. Maintenant, cette torche-là, ça a été une succession de
bataille que j'ai livrée, que j'ai parfois presque perdue. Puis je me souviens quand j'ai présenté... Mais des batailles à quel propos? Ben, c'est que je voulais justement débanaliser les torches olympiques. Et comme j'avais fait l'étude de tout ce qui avait été fait précédemment, c'était pour me guider dans ce que je ne pouvais pas faire, c'est-à-dire répéter l'art intérieur. Okay. Il fallait que j'aie une contribution imaginative pour Montréal. Pour Montréal. C'était mon but, puis ça l'a toujours été dans tous mes projets. Mm-hmm. Alors, en fait, ma torche olympique, l'image qui m'est venue au moment de l'étude préliminaire que j'avais faite, c'était la quenouille. Quand on était jeune, on trempait des quenouilles dans les réservoirs d'essence. On faisait des torches. Avec ça. Avec ça. Ça sentait le diable. Ça avait une fumée noire. Mais ça allumait bien. Là. Ça allumait bien. Puis, enfin, bref, l'idée était ça. Puis je me souviens, on était avec Nicole dans la cuisine et puis on préparait des frites. Et puis ça, c'est des souvenirs qui viennent s'ajouter au développement de l'idée. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, j'ai pris les frites qui étaient froides, puis il y avait de l'eau. Enfin, ils étaient humides. Ouais. Et puis, je les ai foutus dans le caclon d'huile d'olive brûlante. Ça a explosé. Et ça a fait une flamme orange magnifique. Et puis, quand cette image m'est revenue en tête, c'est par analogie avec les Jeux de Munich. Munich avait utilisé du butane du kérosène. Kérosène pour la flamme, parce qu'il y en a qui étaient au butane, il y en a qui étaient... Il y avait toutes sortes de sources... enfin, je ne vais pas toutes les nommer. Alors moi, j'ai dit, ma torche, elle va être à l'huile d'olive. C'était un clin d'œil à la Grèce. Okay. Pour moi, c'est toute une association d'idées qui n'était pas du tout scientifique. Là. Non. J'avais pas testé l'huile d'olive, mais j'avais l'image de la flamme orangée. Et puis comme Munich était au butane, c'est du butane. Mm-hmm. Et le butane allumé le jour est invisible, parce que c'est une flamme bleue. OK. Et le ciel est bleu. Alors, les Allemands ont été obligés de mettre une baguette fumigène qui faisait une fumée pour confirmer que la torche était allumée. OK. Parce que le jour, elle était invisible, la flamme. Incroyable, hein? Alors, fort de cette observation, moi, j'ai dit, ça va être l'huile d'olive. Un clin d'œil à la Grèce, et puis une flamme orangée. C'était la signature. C'est ça. Et alors là, on a fait des prototypes. J'ai fait mon fourneau, j'ai percé des trous. Les trous étaient là pas pour être jolis, c'était pour ventiler l'huile d'olive et puis créer justement un mouvement qui faisait qu'on avait une boule de feu. Hein. Mais comme je ne suis pas un scientifique, et puis on avait beaucoup de difficultés à allumer une torche, d'une torche à l'autre. Il n'y avait pas assez de volatilité dans le carburant. Alors, je suis allé voir Polytechnique, le docteur Piché. Il s'appelait le docteur Piché, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis, je lui ai dit, écoutez, docteur, je suis responsable de ce projet, de la torche olympique. J'ai fait des expériences maison. Et puis, malheureusement, on n'a pas suffisamment de volatilité pour allumer une torche à l'autre. Ça prenait comme 4 minutes avant d'allumer l'autre. Ouais, okay. Avant d'allumer l'autre. Il fallait que ça soit instantané. Alors, le docteur Piché, du haut de sa connaissance, a dit, on va ajouter de l'heptane puis du nitropropane. T'sais? Alors, il y a le pourcentage de 1,6% de pourcentage de un puis de l'autre. Puis, bref, il a fait un mélange qui a fait que ma torche a pu être instantanément allumée d'une torche à l'autre. Wow. C'est fou quand même. Ouais. Et je me souviens, quand on a lancé officiellement la torche des Jeux de Montréal,
le docteur Piché a eu, je pourrais dire, l'impolitesse de dire que l'idée était de lui. Hein? OK. L'idée n'était pas de lui, mais il a participé à le rendre efficace. Oui, exactement. Ben, c'est certain. Hein? Ouais. Mais ça fait partie des brevets. Écoute, moi, je me demandais un truc. Est-ce que dans le passé, ou même peut-être encore aujourd'hui, est-ce que tu pratiques d'autres arts? Mettons le dessin, peinture. Est-ce que tu t'amuses un peu avec ça ou tu t'es déjà amusé avec ça? Moi, j'ai un père qui est peintre. D'ailleurs, est-ce que t'es étonné qu'on parle de ça? Parce que, tu sais, l'autre fois, j'étais dans une réception avec toi, on discutait, une dame vient de nous parler, tu t'es présenté, puis tout de suite, elle était allée avec ça. « Ah, votre père! » Puis toi, t'étais d'une immense politesse, bien sûr, et là, elle déballait l'histoire que tu connais, évidemment, parce que c'est ton histoire. Ouais. Mais est-ce que ça te gêne de parler de ça, ou... Ben, c'est-à-dire que j'ai pas ce talent de la peinture. Et puis attends, rien que mentionner pour ceux qui l'entendent, parce que ton père, c'était Jean-Philippe Dallaire, ou Ouais. on peut dire Jean Dallaire. Il signait Jean Dallaire, mais c'est sur les Jean-Philippe œuvres. Dallaire. Jean-Philippe Dallaire, exactement. Et puis, c'est un grand imagier, c'était un talent exceptionnel. Mais moi, j'étais orienté vers des arts appliqués. T'sais. J'avais besoin de... C'était plus ma nature. T'sais. Peut-être que je retenais plus de l'autre côté de la famille. Oui, c'est ça. Peut-être de l'autre côté de la famille. Mais est-ce que Jean Dallaire, justement, il a été témoin de quand tu commençais à travailler, à faire tes études, tout ça, il savait qu'est-ce que tu faisais, il remarquait ça. Est-ce que vous aviez une bonne relation là-dessus? Est-ce que vous échangiez des idées? Ben, Dallaire est décédé en 65. Après, quand tu étais à Stockholm. Non, j'étais à Stockholm. Ouais. J'étais revenu de Stockholm, C'est mais ça, revenu. tout juste. Ouais. Mais il est décédé à ce moment-là, donc il n'a pas été témoin de l'avancement de mon travail. Là, Mm-hmm. Alors, mais enfin, c'est sûr qu'on a toujours tendance à faire un lien entre ce qu'un fait, ce que l'autre fait, ce que c'est normal. Je veux dire, si tous les fils de laitiers étaient laitiers, finalement, ça ferait beaucoup de laitiers. mais par contre, je trouve ça intéressant ce que tu disais avec l'autre côté de la famille, parce que c'est vrai que moi, je l'ai appris en lisant, justement, surtout que ton père biologique était aussi dans le milieu industriel. Oui, il était en fait mon père naturel. Il a été pendant 33 ans le directeur de l'École régionale des beaux-arts et des arts appliqués de Besançon. Hein? Exactement. Ouais. Mais tu l'as pas connu. Ben, je l'ai connu quand j'étudiais à Stockholm. T'es-tu sérieux? Oui, je suis allé le voir et j'avais 22 ans là, à l'époque. Puis, Et là, c'était ouvert, là, tu savais... je l'ai su à 16 ans. OK, que c'était... Que Claude Daudan était mon père. OK. 16 ans. Parce que tout ce temps-là, personne ne m'en parlait. Personne m'en a parlé. Et t'avais pas de doute, même, je présume, parce que... J'avais pas de doute, non. Parce que ton père, c'était Jean Dallaire. Ouais. C'était lui ton père. Puis là, quand t'as annoncé ça, est-ce que ça t'a mis dans un état, ça a redéfini des choses, ça a été difficile ou... Honnêtement, c'est l'époque où j'ai rencontré Nicole, qui est mon épouse. Et puis, ce qui m'intéressait dans la vie, c'était beaucoup plus Nicole que mes parents. Ah, ben c'est bien quand même. Ça t'a pas trop tourmenté. Là. Ben non, parce que, dans le fond, moi, déjà à 16 ans, parce que Dallaire nous a quittés, je venais d'avoir 16 ans. Mm-hmm. Il a quitté, puis je l'ai revu, moi, quand, plusieurs années plus tard, à 22 ans, je l'ai revu à Vence, parce qu'il habitait Vence. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu mon vrai père, mon père naturel. Ouais. Et qui était aussi dans le domaine de... Mais ça, c'est incroyable, là, quand même, que tu te retrouvais dans le même modèle, dans le même milieu. Est-ce qu'il était gentil? Oui, c'était gentil. Tu l'as pas fréquenté longtemps parce que je l'ai vu 4 fois dans ma vie. OK. À 4 reprises. Et puis, il est décédé, lui, il y a une quinzaine d'années, et vingtaine d'années, plutôt.
Et j'ai pas eu de... J'ai connu mes deux demi-sœurs et mon demi-frère, OK. avec qui je corresponds, surtout avec deux de mes demi-sœurs, mes deux demi-sœurs. Et... mais, je veux dire, toute ma famille paternelle était des horlogers. L'entreprise d'Audane en France, c'était une entreprise très importante. C'était ceux qui fournissaient l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine. Tous les chronomètres, d'ailleurs, le chronomètre que je porte, c'est un d'Audane. OK. Alors, donc, ça explique un peu cette espèce d'intérêt pour la mécanique, pour la précision. Pour la précision. Parce que moi, souvent, mon frisson me vient de la 3e décimale. À partir de la 3e décimale. C'est quoi? C'est bon, ça. C'est une bonne phrase. Ouais. À partir de la 3e décimale, c'est là que tu as un petit... Ouais. Ah, wow. OK, la chair de poule, pour ça, c'était intéressant. Ouais. Mais malgré le fait que justement, tu dis, moi, j'ai pas touché vraiment à la peinture ni au dessin. J'ai fait beaucoup de dessins. Tu as fait beaucoup du dessin. Okay, oui, aux arts appliqués, on faisait du dessin d'observation. Oui. Et j'aimais beaucoup dessiner. Mais j'étais pas attiré par la peinture ou par... c'était beaucoup plus l'objet. Très jeune, je faisais des cabanes à moineaux magnifiques. Enfin, moi, je les trouvais magnifiques. Mais est-ce que tu te souviens de ton premier design officiel que tu as complété, là, puis tu as fait, OK, là, j'ai réussi à créer quelque chose de toute pièce, de A à Z. Tu t'en souviens? Ça devait être un travail d'étudiant, je présume? Oui, aux arts appliqués, on avait des ateliers mécaniques et puis on usinait nos pièces et puis on faisait nos... Mais j'ai pas réfléchi à... Non, tu sais pas, mais la piqûre est venue comment de bord dans tout ça? Comment c'est arrivé? Oups, le moment où est-ce que tu t'es dit, OK, c'est là-dedans qu'il faut que je me lance absolument. Parce que t'étais très jeune, là, quand tu as commencé à vouloir faire ça. Mon oncle Georges, le frère de ma mère, avait un atelier à Ottawa, et puis avec une vingtaine d'employés, et puis il y avait des départements comme la fabrication, l'ébénisterie, la finition, et puis moi j'ai passé toute ma jeunesse, à tous les étés, j'étais chez mon oncle Georges à travailler dans les ateliers avec ses employés. Hein. Mm-hmm. Alors, j'ai toujours été naturellement attiré vers l'objet, vers la fabrication. Ah, puis très jeune, c'était déjà... Oui, très jeune, oui. C'est super. Et il y a un truc, je me disais, quelle forme d'art, parce que évidemment, tu es sensible à l'art, je le sais, parce que tu viens voir plein de concerts et tout ça, et est-ce qu'il y a une forme d'art que tu affectionnes plus que d'autres? Est-ce qu'il y en a une qui, pas qui soulage, mais qui t'inspire? La musique. Vraiment la musique, La musique. Je me souviens, ma tante Thérèse, pour mes 12 ans, m'avait offert un disque, un long jeu de mon choix. OK. Alors, on était allé chez Treble Clef, à Ottawa. Et puis, j'avais choisi un disque de Little Richard. Pourquoi pas? Et ma tante Thérèse m'a dit, mais Michel, je vais te mettre un peu de plomb dans la tête. Je vais t'acheter les variations Rollbird de Glenn Gould. OK. Alors, elle m'a acheté, je connaissais pas Glenn Gould à l'époque. Mm-hmm. Alors, j'ai écouté ce disque des deux côtés. Ah ouais. Et Glenn Gould a toujours été pour moi l'étincelle qui m'a amené à l'amour de la musique. Hein. OK. Hein. Je trouvais que Glenn Gould, ce que je regrettais beaucoup, c'est qu'il ne soit pas québécois, d'une part. Et j'étais fasciné par la précision de jeu. Je peux pas expliquer avec des mots ce que je ressentais, mais c'est ce qui m'a ouvert la porte à la musique classique. Mais tu as sûrement vu le film de François Oui, Gérard. François Gérard, oui. Je l'ai vu plusieurs fois. Ah ouais. Ouais. Mais c'est un film qui est assez fabuleux pour démontrer le personnage qu'est Glenn Gould. Puis tu sais, oui, les variations Goldberg, c'est
grande signature, évidemment, mais il y a un paquet d'autres trucs qu'il a fait. Puis il y a aussi le fait, les gens peu de gens le savent, mais il existe 2 versions des variations de Glenn Gould, celle de sa jeunesse. Oui. Puis il y a la dernière qui Oui, est en j'ai les 1980, deux, qui est 2 fois plus lente. Oui. Parce qu'il savoure chaque phrasé, chaque phrase, Tu l'entends chanter aussi. Tu l'entends chanter. C'est vraiment, c'est un personnage assez... Donc, le piano, surtout, le piano qui est un instrument que tu aimes beaucoup? Oui, mais je ne joue pas le piano. J'ai pas de formation musicale. Quand je te disais que j'ai gagné mes études à jouer du saxophone dans des clubs... Ça, j'en reviens pas que tu as fait ça. Ah oui, c'était beaucoup plus payant de jouer... c'était de la musique de danse, en fait, à l'époque. Là, mais c'était plus payant que de travailler chez Steinberg. Oui, ça, je comprends. C'était plus amusant aussi. Surtout, puis c'est genre jazz un peu. Oui, c'est ça. C'était toutes sortes de choses. Là, musique de l'époque pour distraire les gens, pour s'amuser. Puis là, mais tu joues un peu de guitare aussi, parce que t'as quand même patenté un peu autour de la guitare. Là. Oui, j'ai travaillé avec Roberto Aspri. Il avait inventé un système de réverbération pour la guitare. Puis il était venu me voir au bureau pour perfectionner son objet. Le brevet était de lui. C'était 3 ressorts qui créaient la résonance, la vibration. Ouais. Et il avait obtenu un brevet, puis le CRIC l'avait aidé dans un projet qui n'était pas vraiment commercialisable, parce que c'était 3 grands ressorts avec un système, et c'était tellement visuellement présent sur l'instrument que les gens étaient distraits par l'expression de ces 3 ressorts sur la guitare. Okay. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu miniaturiser le système et faire en sorte que la guitare conservait toute son importance au niveau visuel. Donc la même efficacité, mais avec beaucoup moins... Parce que quand on voit le système de base qui était, ça prenait beaucoup de place. Oui, absolument. Inutilement. Oui. Et puis finalement, j'ai à ce moment-là acheté... j'avais un professeur de guitare, parce que c'est ce qui m'a intéressé à apprendre la guitare. Ah, c'est pas à cause de ce projet-là que J'avais commencé à m'intéresser, puis à cause de mon professeur de guitare m'avait dit, il y a un Italien, Roberto Aspri, qui a inventé ça, puis peut-être ça peut t'intéresser à regarder ce projet-là. Ben oui. Et puis, je m'étais acheté une Ramirez d'études. C'était un instrument d'une très belle qualité. Puis c'était un étudiant qui était obligé de vendre sa guitare pour payer son loyer. Oh. C'est un peu triste quand même. Fait que c'est mon professeur de guitare qui m'a dit, il y a une Ramirez qui est à vendre, et puis le type il est obligé de la vendre. Okay. Alors, j'ai acheté cette guitare avec l'idée que je lui ai dit, écoute, je vais l'acheter, mais tu seras toujours, si tu veux la revoir, je vais te la revendre au même prix. OK. Plus tard. Bon, c'est quand même gentil. Puis finalement, il est jamais revenu. C'est une bonne offre. Et j'ai toujours la Ramirez et j'ai 3 Yamaha aussi. Alors, j'ai joué pendant un bout de temps, j'ai appris une 12aine de pièces. Et puis, à un moment donné, je me trompais toujours au même endroit. Ça arrêtait toujours. Et mes filles me disaient, « Ah, ça s'en vient, ça s'en vient. » Puis là... Frappais un peu. Ce projet-là, encore une fois, pour la guitare, c'est une commande. Je lisais dans le fabuleux livre, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, Michel Dallaire, De l'idée à l'objet, qui est un survol extraordinaire de tout ce que tu as fait, en détail, puis aussi avec des images assez incroyables. C'est vraiment un bel ouvrage. Il y a eu les fameux ustensiles de barbecue qui étaient en fait un projet personnel parce que l'économie, je pense, ralentissait, ou du moins il y avait moins d'offres. Donc, tu as créé ces objets-là. Est-ce que tu en as fait d'autres objets comme ça que peut-être qu'on ne connaît pas vraiment, qui ont été des projets personnels, parce que c'était un projet personnel, les outils de barbecue? Oui, c'était un projet maison. Et ça a été, sur le plan du design, une très belle aventure. Mais sur le plan financier, ça a été un désastre. Mais en quoi c'était un désastre? C'est ça que je suis curieux. C'est que d'abord, pour acheter, j'avais commandé les pièces d'acier inoxydable au Japon. Okay. Et puis, pour
pour avoir accès à une production minimum, j'avais un montant très important, comme 30 000 $. Je devais acheter pour 30 000 $ d'acier, de pièces en acier inoxydable. Et puis, finalement, j'ai hypothéqué ma maison pour acheter ça. C'était un gros risque. Et finalement, j'ai rien perdu, j'ai tout récupéré. Mais l'inquiétude matérielle que ce projet a suscité chez moi m'a un peu dit, écoute, fais ce que tu sais faire. Il laisse les autres Et faire. il laisse les autres faire la fabrication. Parce que c'était la première fois que tu avais décidé de faire toutes les fonctions qui sont reliées à l'objet, à la création d'objets. Ouais. À l'époque, j'avais un associé, André Combé, qui était un professeur des ateliers techniques de l'Université de Montréal, qui était devenu un ami. On s'était mis ensemble pour justement créer ce projet. Et puis, lui avait imaginé toute la machinerie pneumatique pour faire l'assemblage de ces... Puis on a tout conservé, les objets. Là. C'est une belle histoire. Éventuellement, je vais la raconter en détail. OK. Mais ça, c'est le seul objet que tu as fait comme ça. Après, est-ce que d'autres trucs que tu as mis de côté que tu voulais toucher ou faire? Ou écoute, moi, j'arrête pas de me dire... L'autre fois, je pensais à toi, je me disais... Le nombre d'objets que tu dois voir, que tu dis, ça n'a pas de bon sens, ça fonctionne pas, ce truc-là. Regarde, moi, je vais faire un trou là, je mets ça comme ça, puis ça va... tu dois avoir des frustrations par rapport à certains trucs que tu regardes des fois. Oui, bien... Puis que tu aimerais ça aller corriger le tir, tu fais, regarde, ça va pas... Ça me prendrait pas de temps que ça pourrait fonctionner davantage. Mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas de corriger le tir, mais c'est de faire autrement. De manière à ne pas être... Parce que le rafistolage, c'est pas intéressant. T'sais. Ça t'intéresse pas, du moins. Ça m'intéresse pas parce que la paternité de l'entièreté du concept ne m'appartient pas. Mm-hmm. Alors, j'ai besoin de contrôler l'entièreté de l'activité créatrice. La dernière fois qu'on s'est croisés, tu me disais, je prenais des nouvelles, on discutait, puis tu me disais là, que là, tu étais dans un immense ménage de tes trucs que tu voyais pas. Mais je lui disais, tu sais, t'avais donné un paquet d'objets pour le Musée de la Civilisation. Ça a dû faire de la place un peu, ou il en reste encore beaucoup? Malheureusement, j'aurais dû tout mettre. Mais à l'époque, on a rempli 2 camions pleins d'objets que le Musée de la Civilisation a répertoriés, numérisés, stockés. Okay. Et puis là, il n'y a pas si longtemps, peut-être 2 ans, j'ai téléphoné au directeur du musée, puis je lui ai dit, écoute, est-ce que tu serais intéressé à avoir le reste? Il dit, Michel. On en a. On en a assez. Mais c'est quoi? Explique-moi quand même le truc. C'est dans des entrepôts? C'est des lieux où est-ce que c'est des lieux de travail? Oui, c'est l'entrepôt du Musée de la Civilisation. C'est un entrepôt, c'est comme un hangar d'avion plein d'objets, de sièges, de traîneaux, d'attelages de chevaux, de vaisselle, tous les objets usuels depuis le début de la civilisation canadienne. Là, ouais. Alors, c'est riche au niveau de... Patrimoine, là, oui. Mais quand le musée a pris possession de mes archives, tous les designers au Québec étaient comme rassurés qu'ils pouvaient éventuellement céder à leur tour leur production. Et puis, je me souviens, un ami a consulté le Musée de la Civilisation 3-4 ans après, puis il a présenté son projet en disant, ben vous avez pris des choses de Michel, peut-être que nous, on pourrait compléter avec d'autres choses. Puis le musée leur a dit, ben écoutez, on a tout ce qu'il faut maintenant en design industriel. mais tout, donc, ces objets de plus que tu as en ce moment, que tu essaies de ranger, eux, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est dans un endroit à toi de travail personnel ou c'est encore dans ces... J'ai deux propriétés pleines pour de choses. T'sais. Comme par exemple, le Bixi. Quand j'ai fait le Bixi, toutes les pièces qui ont servi au développement du projet
je les ai. J'ai les prototypes usinés, tous les morceaux, les cassettes là, pour la gestion de la location. J'ai tout ça. Hein. Mais j'en ai donné au musée, mais il m'en reste. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? C'est ce que ma femme me pose comme question au moins une fois par semaine. Je sais pas si c'est prémonitoire comme intérêt pour elle, là, mais on dirait qu'elle a l'impression qu'à un moment donné, ça va se terminer pour nous. Et puis, qu'est-ce que les enfants vont faire avec tout ça? Ils vont être pris avec ça, avec ça. Mais j'avoue que la question se pose quand même, parce que c'était tout ce travail de recherche-là. Justement, comme Bixi, parlons-en, tu dis, j'ai toutes les pièces, j'ai tout ça, et ces pièces-là demeurent importantes si jamais plus tard on veut relancer la chose, ou si quelqu'un veut en reproduire davantage, ou juste avec les plans industriels que tu as fabriqués, c'est suffisant? Oui, c'est suffisant. De toute façon, les technologies ont évolué. Ben oui. Et pour parler de Bixi, j'ai une grande déception par rapport à ce que le projet est devenu. Aujourd'hui? Oui. Au début, le client, c'était la Chambre de commerce. Hein. Ceux qui ont initié le projet, c'était un groupe affilié à la Chambre de commerce de Montréal. Après ça, ils ont vendu le projet à la Ville de Montréal. La Ville de Montréal l'a géré pendant quelques années et puis l'ont, à leur tour, revendu à un fabricant indépendant. Moi, j'avais un contrat avec Bixi à l'origine où j'avais l'autorité sur chaque détail qui concernait mon projet. Ils ne pouvaient pas changer une vis sans mon accord, d'après mon contrat. Hein. Mais quand ils ont vendu, la Ville de Montréal a vendu, j'ai perdu ce droit-là. Et dans la vente, ça disait que tu perdais justement ce droit de regard? Ben, je l'ai perdu... à travers la transaction? À travers la transaction. OK. Alors là, ils se sont mis à jouer avec mon projet. Là, ils ont modifié les ailes avant. Ils ont commencé à mettre... Il y a comme 8, 10 commanditaires. C'est devenu un support, mais c'est une pollution visuelle insupportable. Pour moi. Hein? C'est sûr, ben oui. Parce que c'était pas ça l'idée. Là. Alors, la noblesse du projet, là, on l'a perdu pour des raisons essentiellement de revenus. Alors, mon projet, là, qui était il y avait une certaine noblesse, là. C'était Montréal, le Bixi de Montréal, il y avait le Bixi à New York, il y avait le Bixi à Boston, il y avait le Bixi... de chaque ville. Sur 17 villes, il y a eu le Bixi. Hein? Mais il était toujours une couleur qui était dédiée à un commanditaire. Mais là, quand c'est rendu, là, comme les autobus de Montréal, d'un côté, tu as Jean Coutu, de l'autre côté, tu as Pharmaprix. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve que c'est une pollution visuelle insupportable. Mais je parlais l'autre jour avec Nicole, puis je lui dis, est-ce que c'est possible que quand tu regardes une émission à Radio-Canada, par exemple, ou TVA, ou peu importe, est-ce que c'est possible que dans un programme d'une demi-heure, il y a le tiers du temps en publicité? Ça en fait pas mal. Tu as 10 minutes de commerciaux pour un programme qui dure une demi-heure. Non, ça c'est certain que c'est... Mais c'est polluant, c'est frustrant, mais pour eux, c'est une façon d'aller chercher de l'argent. Mais clairement. Avec quel déplaisir pour celui qui regarde. Hein? Pour les yeux, ça c'est sûr que c'est... Puis là, tout à coup, ça n'a pas de bon sens qu'une émission d'une demi-heure, que des millions de personnes regardent, soit coupée 3 fois pendant... Et les segments de pub sont longs. Sont longs. Très longs. Des fois, j'ai compté jusqu'à 10 commerciaux à la fois, à la suite. Mais on peut dire pour la télévision, on dirait que c'est comme ça fait partie de la culture de la télévision, c'est qu'on allume la télé, il y a des commerciaux. Correct, parfait. Mais moi, quand même, ton point de vue sur l'extérieur de la ville, alors qu'on marche dehors et que nos yeux ne demandent pas de voir ces pubs-là. Moi, je suis le premier, je suis le premier à détester les... Moi, j'ai plus de télévision chez nous. J'ai
j'ai pas d'antenne, je prends pas d'émission parce que je trouve ça insupportable. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais pour la ville de Montréal, donc c'est vrai qu'il y a les autobus qui ont ça. Il y a le Bixi qui a commencé qui ont depuis un certain temps intégré ça. Mais y a-tu d'autres choses comme ça qu'on oublie? Mais dernièrement, il y a quelques années, je suis allé à Berlin pour une conférence. Et puis, les autobus à Berlin, tu as les autobus jaunes, qui sont les autobus municipaux, oui. Et les rouges qui sont fédéraux. Oui. Bon. Il y a un carré noir sur l'autobus, c'est marqué DB, Deutsche Bahn. Okay. Point à la ligne. Fin de l'histoire. Ouais. Il n'y a pas Pharmaprix, il n'y a pas Jean Coutu, il n'y a pas la pizzeria, il n'y a pas... Tu sais, c'est une propreté qui donne une image de la ville avec une grande noblesse. Ou aussi une espèce de neutralité émotive, parce que tout le monde peut se prendre cette image-là et en faire ce qu'il veut aussi, là, contrairement à la pub où est-ce qu'on dicte quelque chose. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Mais tu peux rien faire, en fait. On peut rien faire. Je vais vous donner un exemple. J'ai dessiné un banc pour Ville-Marie, un banc de parc pour Ville-Marie, qui m'avait été commandé il y a une quinzaine d'années. Et ce banc de parc, j'avais mis les structures portantes à l'intérieur de manière à diviser le banc en 3 parties, 3 sièges. Ça, c'est quelque chose que la Ville avait demandé, de séparer les sièges pour individualiser non, il ne m'avait pas demandé ça. Il m'avait demandé de dessiner un banc pour Ville-Marie. Okay. Alors, j'ai dessiné un banc avec les structures portantes au centre. La motivation de ça, c'était au départ pour la dénivellation. Dans une pente de 4 degrés, quand tu mets les structures portantes à chaque bout du banc, tu es assis comme ça. OK, puis ça penche, puis ça glisse. Ça penche, puis ça glisse. OK. Alors, en rapprochant la structure portante au centre, tu rééquilibres le confort et puis tu donnes la possibilité à 3 personnes de s'asseoir. Parce que quand il n'y a pas cette division, le banc sert à 1 personne. C'est très rare que s'il n'y a pas de division, il va y avoir 3 personnes assises sur le banc qui ne se connaissent pas. Mm-hmm. Ah oui, c'est vrai. Donc, tout était comme... Calculé, accepté. Alors là, dernièrement, les fonctionnaires de la Ville de Montréal ont décidé de changer ça. Ils ont pris les structures portantes au centre, ils les ont étirées au bout. OK. Alors, ce qui fait que les bancs ont perdu leur personnalité. Ils ont modifié mon design. J'ai reçu un téléphone plein d'excuses du grand patron des ateliers, qui m'a dit « on s'excuse », tout ça. Mais j'ai dit « écoutez, moi, je ne veux pas que vous vous excusez, je veux que vous les remettiez dans leur concept original ou que vous les enleviez, puis vous achetez ce que vous voulez. » Vous en faites des nouveaux à votre façon. Mais que vous touchez souhaitez. Pas à mon travail. Vous m'avez payé pour ça et j'ai pas les moyens de poursuivre la Ville de Montréal. Et puis finalement, ils ont continué à les modifier. Puis c'est ridicule parce que les structures portantes étirées à chaque bout accompagnent aussi la fin du banc qui était... Normalement, il aurait dû avoir une économie de pièces là, à l'autre bout. Mais c'est quoi leur raison? Leur première raison? Je sais pour pas. ça? Il y a quelqu'un qui a décidé que c'était mieux d'avoir un banc pour que les gens peuvent dormir ou je sais pas quoi. OK. Mais c'était-tu en lien avec l'itinérance? Ou avec... Ils n'en ont pas parlé. Ils n'en ont pas parlé. Mais s'ils veulent, pour les itinérants, faire des lits, qu'on fasse des lits. T'sais. Ou créer quelque chose du moins sur mesure qui peut être utilisé. T'sais. Alors, bref, c'est une grande frustration pour moi. Et ça l'est sûrement pour tous les créateurs qui travaillent pour une ville qui se veut ville UNESCO du design. Alors ça, j'avoue que ça peut être assez frustrant. Ouais. T'as eu des mentors dans ta vie? Oh, beaucoup. Beaucoup. Donc Julien, tout à l'heure, que tu parlais. Julien, mais comme je le disais précédemment, c'est les Italiens qui m'ont le plus influencé. Parce que non seulement ils débanalisaient l'objet,
mais il le faisait avec une certaine poésie. Hein? Mais non, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, est-ce que tu continues à suivre la nouvelle scène de design, les jeunes, ceux qui percent un peu, ou tu es plus fidèle à une autre école, je pourrais dire ainsi, ou... Moi, je suis passé date. Je suis passé date et je suis très à l'aise avec ça. Je suis toujours un disciple du Bauhaus qui était la rigueur sur le plan esthétique, géométrique. Enfin, je suis de cette période-là. OK. Et puis, c'est ça. Les jeunes font D'autres choses, oui. Il y en a qui doivent aussi aller un peu dans cette ligne-là de pensée, je présume. Il doit en avoir un peu quelques-uns. Oui, mais il y a quand même des surprises. Je joue parfois des magazines spécialisés, là, et je suis toujours ravi de voir quelque chose que je regrette de ne pas avoir imaginé. Hein? Ah oui, ça, c'est cool, ça. ça. C'est ce que je recherche. Ben oui. Pourquoi j'ai pas pensé? Hein? Ah oui. Mais il y a plein de choses T'es-tu capable d'en nommer un vite comme ça? Un truc que tu n'as pas pensé que tu as vu, que tu as dit « Ah! » Ben là, je ne l'ai pas en tête, là. Mais, OK. Mais certainement qu'il y en a. Ben oui, il y en a. Oui. Mais il y a aussi les procédés de mise en forme qui ont beaucoup évolué. Tu sais. Ce qu'on ne pouvait pas faire jadis, on peut le faire aujourd'hui. Ouais. Puis ça, sûrement, ça doit faire... Il n'y a pas un regret, mais on doit se dire « Ah, ça aurait été si facile à l'époque si on avait eu accès à cette technologie-là. » Mais bon... Ça, c'est une autre chose. Un conseil pour la jeunesse, quelqu'un de jeune qui veut se lancer dans le design, un peu comme toi, ça serait quoi ton premier ou tes 2 premiers conseils avant de se lancer dans cette carrière? Je répète toujours un peu la même chose. L'intérêt de faire autrement. Hein? Mm-hmm. Enfin, cette pensée était de Gustave Eiffel. Puis, il disait, c'était son motto, faire autrement. Et c'est la seule possibilité d'avancement au niveau technique, au niveau conceptuel, formel, etc. C'est dès que tu concèdes que l'art antérieur est la seule possibilité, ben t'es fait, hein? T'avances pas. Ben non. Alors, faire autrement, et cette pensée n'est pas de moi, mais de Gustave Eiffel. mais elle se répète bien. Elle se répète bien. Hey Michel, on va passer maintenant, si tu veux bien, à la prescription. OK. Alors, on y va. Alors, oui, tu avais une suggestion de littérature. Mais écoutez, moi, je lis toutes sortes de choses. J'ai tendance d'abord à lire sur mon travail, sur l'activité de création. Je m'intéresse beaucoup à l'édition d'art, ce qui concerne... Là, je suis en train de lire le dernier livre là, de Marc Séguin. Mm-hmm. Qui me fascine parce que Marc Séguin, c'est l'artiste à l'état pur, là, pour moi. Là, C'est vraiment le gars là, qui fait son truc, là, et puis qui n'a pas l'obligation de répondre à des critères. Complètement indépendant. Là. Il est d'une indépendance totale. Moi, ça me fascine, cette liberté-là, parce que c'est contraire à ma nature, à moi. Moi, je réponds à des commandes, j'essaie de rationaliser l'entièreté de mon action, de ma pensée, etc. Alors que Marc Séguin, bon, il va dessiner son chien, il va dessiner un loup, il va dessiner, bon... il est totalement libre. Et puis, donc, je suis en train de lire ce livre qui m'a été offert par Michel Côté pour mon anniversaire. Et puis, je suis en train de le lire. Puis c'est fascinant parce que ses propos ne me paraissent pas comme basés sur une approche philosophique très particulière. C'est vraiment, ça sort des tripes, là. C'est humain. C'est profondément humain. Senti. Animal, senti.
Et puis, je trouve ça admirable que quelqu'un puisse justement s'exprimer sans gêne, sans retenue. Ben, il y en a une retenue sur le plan éthique, tout ça, mais je parle là, au niveau d'accepter ce qu'on est, puis d'être à l'aise avec ce qu'on fait. Oui. Puis il est super intéressant à suivre sur toutes les sphères aussi, que ce soit justement sur la littérature, sur l'art visuel, même il a fait du cinéma, il fait vraiment toutes sortes de trucs, il touche à tout, là, c'est assez incroyable. Un ancien élève de Guido Molinari d'ailleurs. Oui, mais moi j'ai bien connu Guido. Ben oui. J'ai travaillé avec lui sur ses modules en verre chez Simons, Peter Simons. C'est moi qui avais fait toute la mécanique et puis les détails de construction. C'est-tu sérieux? OK. Ouais. Il est encore là, d'ailleurs. On voit chez Simons, il est toujours là. Et puis, les moteurs tournent, c'est un mobile, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, c'est Guido qui est le maître d'œuvre, mais c'est moi qui a fait tous les dessins d'atelier pour que ça soit faisable sur la Terre en telle année. C'était-tu le fun de travailler avec lui? Ah oui, j'aime beaucoup Guido. Hein? Ah ouais, il était chouette. Moi, ce qui me fascinait de Guido, c'était sa sûreté d'opinion. Ah ouais, hein? Il mettait rien en doute. Une sûreté, là. Moi, j'ai toujours douté. Et puis lui, là, il affirmait des choses, là, puis c'était comme... C'était direct. Je me souviens quand il était membre de l'Académie royale des arts, comme moi, et on avait fait une assemblée annuelle à Québec. Et puis on était allé voir la murale de l'industriel que mon père avait fait quand je devais avoir à peu près 12 ans. OK. Et alors je lui présente une dame qui avait une galerie d'art à l'hôtel, un des gros hôtels de Québec, là, le nom m'échappe. Et puis, Guido, je lui présente, je ne donne pas son nom parce qu'elle est toujours là, mais il lui prend la main puis il lui dit « Mademoiselle, est-ce que je vous plais? » Directement. Paf! Première phrase. Wow! Tu sais, moi, j'aurais jamais osé demander ça. Au contraire, moi c'est l'opposé. Je suis certain que je veux pas savoir si je plais à du monde. J'aime mieux garder dans l'obscurité l'opinion des gens. Mais c'est ça que j'aimais de Guido. Il y avait toujours cette attitude de surprendre par des propos aussi éloquents. Est-ce que je vous plais? Pas pire. Mais c'était... j'aimais beaucoup ce personnage. Il était d'abord très généreux, mais lui, il doutait pas. Non. Il doutait pas du tout. Toi, t'étais-tu un douteux? Moi, je doute tout le temps. Hein? Ah oui? Ouais. Et puis, c'est un peu normal dans les arts appliqués. Parce que c'est très facile de refaire ce qu'on a emmagasiné comme image. T'sais? Des fois, on va avoir un élan créatif pour faire quelque chose, puis c'est peut-être parce qu'on l'a déjà vu. Ouais. On n'est pas sûr, mais tout à coup... Puis là, quand ça arrive, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir fait ce qui avait déjà été fait. Puis j'ai été très troublé par ça. Ah oui? Parce que je l'avais emmagasiné dans mon subconscient, et puis je l'avais refait. Ouais. Et puis ça, c'est gênant. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on fait? Heureusement, le projet n'était pas disponible dans le commerce. OK. Il n'était pas sorti. Il n'était pas sorti. Okay. Puis il n'était pas non plus en fabrication. C'est ça. Mais dans les esquisses, comme quand j'ai fait la torche olympique, j'étais sûr que personne ne l'avait fait. Mais je m'étais inspiré quand même d'images comme une branche avec un paquetage de feuilles dans la paraffine. Et puis, c'est un peu ce qui m'a stimulé à continuer dans mon idée. C'est des images comme ça. D'ailleurs, cette image est dans le livre. Ah, OK, super. Il y avait ce livre de Maxime. Est-ce que tu as un autre truc à suggérer? Est-ce qu'il y a un film ou un disque? On dit clairement les variations de Glenn Gould. Je pense qu'il va être sur la liste. Ça, c'en est un. Ou il y aurait. Est-ce que t'es-tu un gars de cinéma? T'aimes le cinéma? J'aime beaucoup le cinéma. Ma fille est cinéaste, Marie-Julie. On pourrait parler de son film aussi. Oui. Ben oui, comme une vague. Oui. Enfin. Mais oui, j'aime le cinéma. Mais j'aime
tout ce qui est intéressant dans le fond. C'est ça. Exactement. Mais écoute, regarde, c'est parfait. J'étais vraiment content de passer du temps avec toi aujourd'hui, puis juste jaser un peu plus en profondeur sur toi. Littéralement, à chaque fois qu'on se voit, on se parle de 1 million de trucs, sauf de toi. Tu sais, dans des soirées, on parle de... Ou souvent, je fais un concert, tu vas me voir, tu fais « Ah, ben, on parle des œuvres que j'ai jouées. » Ou bien, je me souviens qu'une fois, on était à un gala des prix Opus, on était dans un musée, puis là, on parlait des œuvres qui étaient affichées. Mais là, enfin, on a pu discuter un peu de toi. Merci beaucoup, Michel. J'espère qu'on pourra se reprendre une autre fois. Ça a été un plaisir. Cool. Merci. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.